Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale sur Cozy FM, le 106.9 et sur KTV. Pour commencer le premier temps de parole de cette matinale du vendredi, Samuel, notre invité n'est autre que, pour sa première venue en 2018 sur le plateau, Daniel Zaidani. Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour à vous. Alors, c'est normalement le traditionnel moment des vœux, mais c'est compliqué en ce moment. Vous avez été l'un des premiers à réagir à la disparition de Jean-François Ory, puis de Henri Jean-Baptiste. Vous avez été très ému par leur disparition. L'actualité fait que nous sommes encore plus endeuillés. Avez-vous des mots à dire pour la population mahoraise qui aujourd'hui est bien mal partie pour ce début d'année? Écoutez, moi je suis content que vous ayez pu nous indiquer enfin une bonne nouvelle en nous rappelant qu'on a retrouvé les pêcheurs qui étaient perdus en mer. Cela veut dire que c'est le sens de la vie, il y a des gens qui partent, bon, et puis il y a des nouvelles naissances, et puis il y a des bonnes nouvelles finalement. Mais néanmoins, c'est vrai que par rapport à Mayotte, les 20 ans de mandat qu'ont pu faire de manière cumulée Jean-François Ory et Henri Jean-Baptiste ont beaucoup apporté pour le territoire de Mayotte. Et c'est aussi pour cela que depuis leur disparition, vous vous rendez compte qu'il y a unanimité sur le travail qu'ils ont effectué. Bon, tant bien même que durant leur parcours politique, ils aient eu des opposants. Mais vous savez qu'à un moment donné, on fait le point, on fait le bilan, et au final, leur bilan est positif. Et c'est ça le plus important. Maintenant, nous, la jeune génération qui faisons de la politique aujourd'hui, nous avons le devoir de nous inspirer de ce qu'ils ont fait, de leur manière de faire les choses. Et vous savez que, tant bien même que Mayotte traverse des difficultés, aujourd'hui ce sont les intempéries, les disparitions à Koungou. Vous avez rappelé que ce n'est pas la première fois, que ça revient de manière cyclique. Voilà. Mais s'il y a bien une chose que nous devons retenir, c'est qu'au final, aujourd'hui ce n'est pas beaucoup plus facile que ça pouvait l'être auparavant. Mais le point commun qu'avaient ces personnalités politiques-là, c'était la détermination, c'était la conviction d'avoir une vision claire et précise des choses et de se donner les moyens de pouvoir faire évoluer les choses. Aujourd'hui, on est un département, ça peut paraître normal, mais lorsque le sujet était déposé sur la table il y a 20 ans dans les instances à Paris, cela paraissait une douce utopie de croire qu'un jour que Mayotte serait un département. Donc les choses évoluent, mais elles évoluent avec des hommes de conviction et déterminés. Alors le fait que vous soyez sur ce plateau, pour moi, c'est hautement symbolique parce que je vous prête un point commun avec ces deux grands hommes, c'est qu'ils se sont battus pour la départementalisation de Mayotte et vous avez été le premier président de l'ère départementale. Oui, absolument. Ça a toujours, comme je l'ai dit, été pour moi une très grande responsabilité de la mettre en œuvre. Aujourd'hui, notre devoir, c'est de s'assurer qu'on aille plus loin. La départementalisation, c'est d'abord un statut, mais maintenant, cela doit suivre de ses faits. Lorsqu'aujourd'hui, nous essayons de faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé à Koungou, nous comprenons bien qu'il y a une convergence de facteurs négatifs qui conduit à cela. Vous avez un flux migratoire qui n'est pas suffisamment contrôlé. Vous avez également des minima sociaux qui ne sont pas ajustés à leur niveau approprié. Regardez par exemple la prime de Noël qui a été accordée au mois de décembre. On n'a rien trouvé de mieux à faire à Paris que d'estimer que la prime de Noël pour un enfant devait être de 76 € à Mayotte, alors qu'en métropole, pour acheter un cadeau, les personnes démunies avaient une prime de 150 €. À qui vous allez pouvoir expliquer que les petits cadeaux qu'on achète à Score ou à Jumbo sont moins chers à Mayotte qu'en métropole. Bon, donc vous voyez bien qu'il y a quelque part des anomalies qui se font et qui se poursuivent, mais nous devons continuer à les dénoncer avec détermination pour pouvoir faire évoluer les choses. De la même manière, lorsque vous avez... vous vous rendez compte que en termes de logement social, il y a autant de retard et que la première réaction de la ministre des Outre-mer hier a été de dire qu'elle allait augmenter les fonds liés aux logements sociaux. On a envie de se poser la question, mais combien faudra-t-il de morts pour qu'on puisse mettre les dotations appropriées pour construire ? Je rappelle que lorsque Nicolas Sarkozy était venu à Mayotte en 2010, il disait déjà à l'époque qu'il y avait une nécessité de construire 4500 logements sur 5 ans. On sait bien que le compte n'y est pas du tout. Oh non. Et aujourd'hui, on veut passer de 300 à 800. Donc même là, c'est un effort qui sera fait pour 2018, mais ce n'est pas encore cela qui permettra de résorber l'habitat insalubre et de donner des meilleures conditions de vie
à la population qui se trouvant sur le territoire. Daniel Zaidani, si vous me permettez, excusez-moi Flo. Mansour Kamardine était à l'Assemblée nationale il y a quelque temps. Il a interpellé Yannick Girardin, la ministre de l'Outre-mer, quant aux conditions, aux moyens qui seraient mis en place si un cyclone devait passer sur Mayotte. Et elle avait répondu de manière assez incroyable. Je vous lis la phrase et vous allez me dire ce que ça vous inspire. Les conditions d'urbanisation à Mayotte ou les conditions du bâti avec la question de l'immigration est pour nous une question primordiale. Nous rentrons dans cette période malheureusement cyclonique dans l'océan Indien et nous espérons qu'il ne nous arrivera rien car nous ne sommes pas prêts. On parlait d'un cyclone. Hier, il y a eu 5 morts avec simplement des fortes pluies de saison. Est-ce que c'est un constat d'échec de la part du gouvernement? Complètement, c'est un constat d'échec, d'autant plus que nous voyons bien que lorsque, suite à ce qui s'est passé hier, et qu'on nous a annoncé qu'on a sorti de cette zone 150 personnes, en creusant un petit peu la question, on se rend bien compte que finalement, ils ont été laissés livrés à eux-mêmes. La réalité, c'est qu'ils reviendront dans leur domicile parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où se loger. Donc, oui, il y a un échec, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire les choses. Je sais qu'il y a un effort important financier qui doit être fait sur le territoire de Mayotte. Je suis conscient qu'on ne pourra pas tout faire en même temps, mais il faut reconnaître la réalité de la situation, et ça, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque la ministre de l'Outre-mer dit elle va faire un effort, on va passer de 300 à 800 logements, j'attends de voir, parce qu'effectivement, c'est pas parce que ça a été dit que ça se fera. Mais la réalité, c'est qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a quasiment 10 000 logements qui doit être fait, mettre un plan quinquennal pour pouvoir les construire et donc donner de la perspective. Aujourd'hui, ce qu'il manque pour les Mahorais et pour les Mahoraises, c'est de la perspective d'avenir parce qu'on fait au coup à coup ou décès après décès. Voilà, il faut construire Mayotte dans une volonté de ramener le niveau de Mayotte à celui de la métropole, mais pas de réagir à l'actualité en voulant faire en sorte que lorsque les journalistes de la métropole s'intéresse à ce qui se passe ici en sortant des phrases qui permettent de se camoufler derrière elle. Non. Je voulais juste rajouter, moi, tout à l'heure pour précision, pour en terminer avec ce dossier, que sous la mandature Mahmoud Aziari, la CIM avait été stoppée en plein élan parce qu'elle n'avait jamais reçu d'agréments fiscaux. Il me semble bien que ceux qui sont présents au gouvernement à l'heure actuelle ont bien mis un coup de frein dans le gouvernement précédent à la construction à Mayotte. Oui, on ne pourra pas le contredire. Il y en a même un qui est président maintenant. La ministre de l'Outre-mer a réagi à travers un communiqué hier où elle demande aux élus, donc à vous, aux autorités, donc aux préfets, aux services de l'État, de se réunir urgemment pour trouver des solutions et mettre à l'abri toutes les personnes qui sont en situation de précarité à Mayotte. C'est juste hallucinant. Écoutez, moi je dirais que sa phrase m'intéresse. Alors à partir de là, je proposerai tout simplement qu'on mette en place un charter et qu'on loge de manière décente toutes les personnes en grande difficulté là où il y a de la place et là où il y a les moyens de le faire. Actuellement et immédiatement, ce n'est pas Mayotte. On est bien d'accord. Les 150 réfugiés de la place de la République n'avaient pas trouvé de solution ni d'abri, si ce n'est grâce à la générosité d'une personne. Comment pourrait-on trouver pour plus de 50 000 personnes qui vivent dans les bidonvilles aujourd'hui des solutions? Tout à fait. Moi, je vous le dis encore une fois, nous sommes sur un territoire français. La continuité nationale doit être assurée en pareilles circonstances. Vous l'avez vu lorsqu'il y a eu le cyclone qui est passé à Saint-Martin. Irma. Il y a eu un pont. Il y a eu un pont aérien qui a été fait entre les sinistrés de Saint-Martin et Paris. Parce qu'il n'y avait pas de solution immédiate proposée sur le territoire de Saint-Martin, ce pont aérien a permis de loger de manière décente tous ces réfugiés dans des hôtels à Paris. Voilà la réalité. C'est vrai que cela a un coût, mais c'est la réalité de ce qui est fait ailleurs et pourquoi cela ne pourrait pas s'appliquer aux Français de Mayotte. Vous êtes en train de nous dire qu'il faudrait un cyclone à Mayotte pour que l'opinion nationale et la solidarité nationale se tournent enfin vers le territoire? Et c'est pour cela que je dis que nous ne devons pas attendre de morts supplémentaires pour prendre les bonnes actions. On a la possibilité d'anticiper, anticipons. Changeons de sujet, si vous le voulez bien, qui est certes moins grave, mais qui est tout de même très important pour l'avenir de Mayotte, et ils sont présents aussi, c'est le port de Longoni. Nous avons des garçons qui sont en grève depuis maintenant plus de 80 jours. C'est dramatique pour eux. Nous avons un port dont le statut est remis en question. Vous êtes aussi l'un des porteurs et l'un des pères de la DSP. Est-ce que vous défendez encore la DSP telle qu'elle existe aujourd'hui? Écoutez, moi j'aimerais très sincèrement et de manière très solennelle dire aujourd'hui que j'aimerais que cette pièce de théâtre qui pourrait faire rire s'il n'y avait pas péril d'emploi et péril économique s'arrête. Parce que
je pense qu'effectivement, pendant plus de 3 ans, on a essayé de nous expliquer que la DSP était un mauvais choix. Je pense que maintenant, il faut se référer très clairement, puisqu'on ne voulait pas écouter ce que je disais depuis 3 ans, je pense qu'on doit se référer au ministre des Transports et au ministre des Finances. Les choses sont claires. La DSP, c'est une continuité puisqu'elle existe depuis 1992. Le choix de la DSP était incontournable parce que c'était un port décentralisé. Et de ce fait, il n'y avait pas d'alternative. Plusieurs éminents spécialistes sont venus sur votre plateau expliquer qu'il faudrait éventuellement mettre un grand port maritime ou éventuellement un port d'intérêt national. Cela n'était pas possible en l'état de la loi et il fallait préalablement changer la loi. Daniel Zaidani le dit depuis 3 ans. Aujourd'hui, des ministres le disent. Tenons-nous quand même à la parole de ces personnes-là, à ces hauts fonctionnaires qui savent de quoi ils parlent. Donc, le choix de la DSP, c'est une continuité depuis 1992. Nous sommes dans un port décentralisé et l'alternative à la DSP, c'était la DSP si nous voulions faire les choses correctement. C'est ce qui a été fait. Est-ce que le choix du délégataire a fait l'objet d'un favoritisme? Non, n'a pas fait l'objet d'un favoritisme. C'est le code des marchés publics. Nous avons attribué cette DSP en fonction d'un projet, non pas en fonction d'une personne, non pas en fonction d'une entité, mais en fonction d'un projet. Et ce projet, c'était quoi? C'était un projet qui permettait de garantir de l'emploi, plus de 2500 créations d'emplois. C'était un projet qui permettait au Conseil général d'avoir des recettes, puisque 75% des redevances, qui correspondent quasiment à 6 millions d'euros, sont reversées au conseil départemental chaque année. Et c'était bien évidemment le développement du port avec des infrastructures qui devaient se faire. Lors de ce marché, c'était la société MCG qui avait l'offre la plus avantageuse pour Mayotte et pour le conseil départemental. C'est pour ça que les élus de la majorité ont fait ce choix à l'unanimité et bien au-delà de la majorité. Donc voilà, c'est ça la réalité. S'il y avait eu un problème, ça fait déjà 4 ans que ce contrat a été signé, on l'aurait remis en question, on l'aurait démonté, etc. Ça n'a pas été le cas. D'accord? Donc aujourd'hui, arrêtons les faux débats avec un problème de la DSP. Le problème que nous rencontrons au port, c'est des difficultés de gestion. Et c'est pour ça que lorsque vous me dites qu'il y a plus de 80 jours de grève, je m'interroge et je me dis, mais alors pourquoi le comité de pilotage qui permet de se réunir entre les agents, entre le conseil départemental et MCG ne se réunit pas? Et que le conseil général doit le faire. Pourquoi le comité technique ou les techniciens du conseil départemental et les techniciens d'MCG se réunissent pour parler des difficultés ne le font pas en 2017? Pourquoi le comité portuaire où tous les acteurs du port ont la possibilité d'évoquer les difficultés ne s'est pas réuni en 2017? Cela me paraît très étonnant. Et pour être très clair, lorsque nous avons mis en place cette DSP, nous avons fait en sorte de préserver l'humain et la continuité. C'est pour cela, bien évidemment, on ne peut pas dire que la Smart, parce que pour parler de la Smart, on va lui assurer un monopole. Ça, ce n'est pas européen, ce n'est pas français, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça là, le marché. Néanmoins, nous avons fait en sorte que tous les contrats qui sont en cours au port ne puissent pas être cassés par le nouveau délégataire, ne puissent pas être remis en question, comme cela avait été fait, par exemple, à l'aéroport de Pamandzi, où lorsque l'Avalin est arrivé, Mayotte Air Service avait un contrat qui devait durer 10 ans. On attend la fin de son contrat pour éventuellement remettre les choses à plat. Mais le malheur qu'il y a eu sur ce port, c'est que nous avons découvert, une fois que la délégation a été faite, que la Smart n'avait ni d'agrément, elle travaillait au port mais elle n'avait pas d'agrément, que la Smart n'avait pas d'AOT sur le terminal et que la Smart n'avait pas de contrat avec son armateur. C'est ça la réalité, c'est que la Smart, nous avons mis en place tout un panel de protection pour assurer une continuité d'activité aux acteurs du port, mais la seule société qui finalement n'était pas dans les règles de l'art, c'est la Smart. C'est ce qui a valu finalement toutes les difficultés qu'il y a eu par la suite. Mais je me rends compte que
que quand je regarde les courriers des ministères, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit que le problème, c'est la gestion. Le problème, c'est que le conseil départemental n'est pas suffisamment structuré pour assurer finalement un suivi et un contrôle de ce qui se passe au port. La preuve, 80 jours, et pourtant, il n'y a pas de discussion qui se met en place. Non. Donc aujourd'hui, il y a une nécessité réelle, effectivement, qu'il y ait une médiation, comme le propose le ministre. Mais cette médiation, c'est ce que je dis depuis 3 ans. Je leur dis à mes camarades qui sont au conseil départemental, vous n'étiez pas là, vous ne connaissez pas ce dossier, vous ne comprenez pas comment il a été monté. Laissez les élus qui ont participé rentrer dans la danse, discuter et essayer de faire avancer les choses. Ce n'est pas le cas. Parce que finalement, la réalité, c'est que le conseil départemental ne sait pas ce qu'il veut. Il veut simplement mettre un terme à ce contrat avec Madame Nel, parce qu'on a fait une personnification du mal, mais encore une fois, c'est pas comme ça que les choses vont se faire. On met des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, il y a des vies qui sont en danger, il y a des emplois qui sont en danger, et je ne comprends pas que lorsque 26 agents qu'on appelle aujourd'hui pour des entretiens préalables avec éventuellement à la clé des licenciements, leur syndicat ne les accompagne pas comme la loi le permet pour aller discuter. Aujourd'hui, ces agents sont livrés à eux-mêmes, abandonnés par leur syndicat, tant bien même qu'ils viennent continuer à faire de la médiatisation dans les médias. Mais aujourd'hui, ces 26 agents, ils ont besoin d'avoir un soutien réel sur le terrain lorsqu'ils vont faire leur entretien préalable. Ils sont seuls, livrés à eux-mêmes. C'est ça la réalité. Et je suis aussi venu le dire aujourd'hui qu'il est temps de mettre fin à cette comédie dramatique qui fait rire personne. Parce qu'aujourd'hui, si on veut casser la DSP, le Conseil général ne pourra pas le faire parce que financièrement, elle n'a pas les moyens. C'est encore écrit dans le courrier. Alors arrêtons, serrons-nous l'écoute, travaillons, développons le port parce qu'au final, ce que nous voulons, c'est d'avoir un port compétitif, un port qui brille dans l'océan Indien. Et les vrais ennemis de Mayotte ne sont pas entre nous ici à Mayotte, mais ils sont au-delà du territoire de Mayotte, sur les îles qui nous entourent. On le voit par exemple avec la piste longue. Pourquoi la piste longue ne se met pas en place aujourd'hui? Parce que nous savons qu'il y a des freins qui sont ailleurs que notre territoire. Et vous croyez que ces freins-là n'agissent pas sur le port de Mayotte? Bien évidemment, si. Alors, travaillons ensemble et faisons en sorte que le port de Mayotte se développe avec tous les acteurs. Merci. Merci beaucoup, Daniel Zaïdani, d'avoir pris la peine, malgré d'avoir bravé la tempête pour arriver jusqu'au plateau de la matinale. C'est tout pour ce temps de parole.